Bonjour à tous. Donc, il y a eu une petite intervention de présentation, mais finalement, je crois que c'est très bien parce que dans l'articulation, ça va bien s'articuler avec un certain nombre de points sur lesquels je vais revenir. Donc, j'ai centré mon intervention sur la gestion du risque des Escherichia coli anté-hémorragiques. Donc, souvent, on parle de STEC, mais en fait, on cible en priorité ces bactéries, notamment dans les produits laitiers au lait cru. Les STEC sont l'appellation STEC seule, si on ne l'associe pas à STEC hautement pathogène, eh bien, recouvre des souches qui sont, elles, potentiellement plus... Enfin, la gamme de souches est plus large que celle que l'on peut considérer dans les cas qui vont nous intéresser. Ce que l'on peut constater ici, vous avez des chiffres qui sont le bilan des alertes et des toxi-infections alimentaires collectives qui remontent à la DGL, donc au sein de la mission des urgences sanitaires. Donc, les chiffres que nous avons sur 2016 à 2019 montrent qu'on a eu quand même une tendance à l'augmentation globale de ces alertes. Si on cible sur ces Escherichia coli spécifiquement, on voit qu'on a donc 28, 30, 36, 39, donc on est quand même sur une dynamique qui n'est pas une dynamique de diminution, on a même des cas un peu plus nombreux. Sur d'autres alertes sur les alertes en produits laitiers, on est aussi sur une tendance qui est à l'augmentation du nombre de cas, donc 9 en 2016 et 27 en 2019. Et un point intéressant aussi à regarder, c'est un certain nombre d'alertes qui n'ont pas été détectées directement en France, mais qui ont été renseignées et sur lesquelles nous avons été alertés par des pays voisins européens sur des produits français. Donc, qui sont analysés dans ces pays, donc avec entre 7 et 9 alertes en 2019. Il faut noter que dans un certain nombre de pays européens, la gamme d'Escherichia coli qui font l'objet d'une alerte est plus large que celle que nous ciblons en France aujourd'hui. Donc, on a un certain nombre de cas d'alerte avec des mesures de retrait-rappel qui n'auraient pas fait l'objet de mesures de retrait-rappel en France, mais qui font l'objet de mesures de retrait-rappel dans certains pays européens. Et si on cible la présence sur les alertes avec des cas humains, donc en lien avec des produits laitiers, donc en 2016, nous n'avions pas eu de cas, mais nous avons eu des cas en 2017, en 2018 et en 2019 sur différents produits concernés. Alors, le risque lié à la consommation chez certaines populations de produits contaminés par ces bactéries peut avoir des conséquences qui sont parfois relativement à très grave dans un certain nombre de cas, avec notamment la possibilité de développer un syndrome hémolytique et urémique, donc des insuffisances rénales qui peuvent entraîner des dialyses, et avec de possibles évolutions neurologiques. Et les très jeunes enfants sont particulièrement sensibles, et bien évidemment, les cas dans lesquels on a ces situations ont, au-delà du risque qui est présenté pour les personnes qui sont atteintes, un risque en matière de communication et d'impact sur les filières qui est très important. Le danger, lui, donc si on mesure la présence de ces bactéries, on sait qu'il est avéré par des suivis qui ont pu être effectués dans certaines filières, mais ça a été illustré également dans la présentation précédente, sur des suivis de filtres à lait où on a pu vraiment confirmer le fait qu'on pouvait avoir des présences non négligeables, mais également un élément qui a été illustré dans la présentation précédente, le fait qu'on a aussi des effets saisonniers qui sont particulièrement marqués dans certaines filières et qui nécessitent aussi d'être intégrés dans la réflexion. Cette situation et ce risque que l'on peut mesurer a amené l'État, à plusieurs reprises, a invité à avoir des recommandations sur la consommation de ces produits pour différentes catégories de population. Elles ont été rappelées par le ministre en mai 2019, notamment en ciblant sur les personnes les plus sensibles, à savoir les enfants de moins de 5 ans, sur lesquels on a eu les cas humains les plus graves avec des syndromes hémolytiques et urémiques, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Cette communication, elle s'appuie bien sûr également sur des avis scientifiques, notamment l'avis de l'ANSES, donc l'Agence nationale d'évaluation des risques sanitaires, notamment sur l'alimentation,
un premier avis qui avait été formulé en 2015, mais qui a été confirmé par l'ANSES au mois de mai 2019, hein, et donc qui a fait l'objet également d'un travail important avec les filières professionnelles depuis le printemps dernier, pour voir comment justement on pouvait adopter une stratégie de communication qui permette de cibler les populations, de repasser un certain nombre de messages de précaution pour les populations les plus à risque, mais tout en mettant bien évidemment en avant également les bénéfices qui sont liés à ces produits. Mais il était important de pouvoir rappeler ces éléments de risque pour certaines populations. Je vous rappelle, l'avis de l'ANSES va bien au-delà dans les catégories de population qu'elle a ciblées, au-delà de la catégorie des jeunes enfants au-dessus de 5 ans, considérant qu'après, il y a un sur-risque par rapport à la population tout venant, mais qu'en tout cas, sur les enfants de moins de 5 ans, on avait là vraiment une population qui pouvait présenter, pour lesquelles la consommation de ces produits pouvait être très préjudiciable. Bien évidemment, cette communication, elle cible également uniquement les produits pour lesquels le process de fabrication n'inclut pas un process assainissant. Et c'est pour ça que dans tous les messages, toute la communication qui a été conduite, notamment les pâtes pressées cuites, ne font pas l'objet de la même recommandation, puisque là, on a un processus qui permet d'assainir le produit. Alors, une fois que l'on a fait ces constats, comment est-ce que l'on peut mieux gérer ce risque ? Je crois que toute la journée a été tournée notamment vers ces sujets de flore bactérienne, et donc c'est une spécificité du lait cru, donc il faut en tenir compte, voir comment on peut travailler à partir de là. Mais on a également d'autres spécificités qui sont liées à l'organisation de la filière, et notamment à la filière fermière, où on a des capacités d'analyse qui peuvent être réduites au niveau individuel, du fait du coût notamment de ces analyses. Et donc, ça nous amène à essayer de travailler sur un certain nombre de pistes pour pouvoir travailler avec l'ensemble des professionnels sur les différents moyens de prévention et de gestion de ce risque à travers tout un ensemble de pistes de recherche ou de travaux sur le terrain avec les professionnels. Ce qui apparaît, c'était illustré dans la présentation précédente, c'est qu'il y a vraiment tout un travail et toute une prise en compte de l'amont de la fabrication du fromage qui est essentiel pour savoir comment on peut au mieux prévenir et améliorer la prévention de ce risque, et qu'on doit avoir cette prévention globale vraiment tout au long de la filière qui est concernée. Les différentes actions de prévention qui sont aujourd'hui qui représentent à mon sens un enjeu essentiel, elles passent par deux leviers, par des actions individuelles, des enjeux de biosécurité. On voit bien qu'aujourd'hui, et c'est, je dirais même tout le sens des actions sanitaires, très au-delà du sujet du lait cru, quand on parle de santé animale, quand on parle de santé végétale, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un intérêt fort à aller vers des mesures de biosécurité, c'est-à-dire d'analyse du risque le plus en amont, et de voir quelles sont les mesures que l'on met en œuvre au niveau de l'élevage, au niveau des pratiques, au niveau de l'alimentation animale, au niveau de la fabrication, au niveau de la distribution des produits, qui vont permettre au maximum de limiter les risques par des mesures préventives. Ça peut passer par la propreté des bâtiments, les conditions d'ambiance qui ont été évoquées dans la présentation précédente, la conduite des élevages, la santé, la propreté des animaux, l'hygiène de la traite, ça a été souligné également dans la présentation précédente. Mais il faut aussi que nous puissions réfléchir à des actions collectives qui peuvent avoir un certain nombre de spécificités selon les bassins de production et qui peuvent concerner à la fois l'organisation de la surveillance, mais également des mesures de gestion du risque, et voir sur quel levier est-ce que nous pouvons avoir des actions qui soient mutualisées pour qu'elles soient plus facilement mises en œuvre par chacun des éleveurs. Et je crois que ça rejoint un élément que vous avez souligné également dans la présentation précédente, par le fait que certains éleveurs peuvent se sentir isolés face à cette situation-là, et qu'il est important que l'on ait des actions collectives pour qu'elles soient bien comprises, qu'elles soient partagées, et que l'on puisse avancer ensemble sur la façon de mieux les gérer et de mieux les prévenir. Mais également, bien évidemment, il y a des enjeux de recherche qui sont essentiels. Tout d'abord, pour avoir bien évidemment une meilleure connaissance des conditions de développement des bactéries pour mieux les maîtriser. Et là, je crois qu'il y a eu un certain nombre de présentations qui ont illustré que le domaine de la recherche était très actif dans ce secteur-là, et avoir une meilleure connaissance de leur pathogénicité chez l'homme. Il y a encore des difficultés à caractériser
toute la dynamique de ces micro-organismes pathogènes pour certaines catégories de population, parce que aussi les animaux ne sont pas excréteurs de façon permanente, donc il faut que l'on puisse constamment affiner la connaissance pour mieux cibler, mieux définir les mesures de prévention. Pardon. Avoir une meilleure également, une amélioration des méthodes de confirmation des souches. Ce ne sont pas des bactéries qui sont faciles à caractériser entre leur caractère pathogène ou pas pathogène. Et donc, il y a des analyses qui sont assez complexes, qui sont à conduire aujourd'hui. Et il y a encore un gros travail à faire pour pouvoir faciliter la détection le plus tôt possible de ces bactéries pathogènes et pouvoir adopter les mesures de gestion dans les cas où on aurait présence de ces bactéries. Mais c'est également une amélioration de la surveillance. Je l'ai évoqué un petit peu précédemment, notamment à travers les actions collectives. Aujourd'hui, on voit que même dans les guides de bonne pratique, il y a un certain nombre d'analyses qui sont prévues au niveau individuel. On sait que par rapport à la dynamique de ces bactéries, on peut mesurer un moment où on n'aura pas d'excrétion et puis peut-être que 2-3 jours plus tard ou de quelques semaines plus tard, on pourra avoir une excrétion qu'on n'aura pas détectée. Et la solution passe, à mon avis, par une mutualisation aussi justement sur les bassins de production, des dispositifs de surveillance. Et nous avons mis en place une plateforme d'épidémiosurveillance. Nous en avions déjà une qui fonctionnait très bien dans le domaine de la santé animale. Nous en avons développé une dans le domaine de la santé végétale et nous en avons installé une également dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Quel est l'objectif de cette plateforme? C'est de pouvoir partager des données, de pouvoir partager de la connaissance pour améliorer les protocoles de surveillance, partager ces données, pouvoir détecter des signaux qui vont permettre de caractériser un certain nombre de phénomènes que l'on n'arrive pas encore bien à caractériser, pour être en amont le plus possible sur l'apparition de ces pathogènes et pouvoir réfléchir avec les professionnels sur quelles sont les actions qui sont les plus pertinentes et les plus efficaces à mettre en œuvre dans une logique de prévention. Pardon. Et donc, l'objectif global, si on devait les résumer, c'est bien sûr de maîtriser autant que possible le danger, mais avec tous les éléments que je viens d'évoquer aux différents stades de la production et de la transformation. Informer clairement le consommateur du risque résiduel sur les catégories de population qui sont potentiellement les plus sensibles. Et c'est un élément essentiel de la confiance. Dans le travail que nous avons conduit avec les professionnels, nous n'avons pas travaillé qu'avec les producteurs ou les transformateurs. Nous avons travaillé aussi, et je crois que ça a été quelque chose d'extrêmement positif, avec les distributeurs, de manière à ce que l'on puisse travailler sur le meilleur message possible à porter et quelle est l'information qu'il faut porter à connaissance. Je crois qu'il y a un enjeu global de rééducation ou d'éducation du consommateur à ce que c'est qu'un aliment naturel. Il y a tout un ensemble d'aliments pour lesquels il faut avoir des précautions vis-à-vis de certaines populations. Nous avons globalement perdu, de par l'évolution de nos modes de consommation, un certain nombre de réflexes par rapport à ces produits sur lesquels il faut pouvoir retravailler. Et cette information claire des professionnels est essentielle pour pouvoir maintenir le lien de confiance que l'on peut avoir avec ces produits. Mais il faut aussi assurer donc cette filière de qualité, ça veut dire investir dans la performance sanitaire. J'utilise souvent cette formule parce que pendant longtemps, je sais que ce n'est pas le cas dans les filières qui ont été confrontées à des difficultés sanitaires, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait cette préoccupation le plus en amont possible dans les process de production, de manière à ce que le sanitaire soit le moins possible quelque chose qui entrave également la performance économique des filières sur le moyen ou sur le long terme. Et bien sûr, les enjeux que nous avons à mobiliser pour pouvoir améliorer les protocoles de surveillance, les actions de prévention et les actions de gestion sur ce sujet-là nécessitent la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la filière. Je l'évoquais quand on a travaillé sur les messages, quel calibrage, quelle nature d'information il fallait porter à connaissance. Je pense que ça a été extrêmement utile que justement nous ayons tous les maillons de la chaîne de manière à ce que tout le monde se comprenne sur l'enjeu, sur les enjeux que ça comporte et comment bien calibrer le message que l'on porte pour à la fois rassurer et éclairer le consommateur et également quelque part le responsabiliser dans ses actes de consommation. Voilà, je vous remercie.